c'est David. Je suis ici pour vous parler de mes projets, de l'économie circulaire, entre autres, mais surtout d'intégrer de la mission dans ces projets de vie en général. Je vais vous dire un peu d'où que je viens, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qui fait qu'on m'a appelé ici aujourd'hui. Je suis né à Saint-André-de-Kamouraska, pas trop loin d'ici quand même. Mon père était médecin, il est encore, c'était le médecin du village. Ma mère est infirmière à Rivière-du-Loup aussi en même temps. J'ai eu 3 grands frères avant moi, puis j'étais le plus jeune. Puis on a déménagé à Québec quand j'avais 7 ans. Puis mon père rêvait qu'un de ses fils devienne médecin, en fait. C'était vraiment un de ses trucs. Là. Il voulait absolument qu'un de ses fils devienne médecin. Puis moi, j'étais le plus jeune. Mes 3 grands frères ont clairement pas pris ce chemin-là. Fait que la pression était sur moi quand j'étais rendu au secondaire 5 à choisir si j'allais étudier en... Vous vous souvenez de ce moment-là, quand il faut choisir si on va étudier en sciences pures ou en sciences humaines? Puis là, tes parents te regardent en disant que tu vas te fermer des portes, si tu vas, en tout cas, whatever. Puis moi, j'ai décidé d'étudier en cinéma, en art visuel, au Cégep Garneau. C'était un peu le drame. Puis, j'étais arrivé au Cégep, puis j'étais quelqu'un que, dès le primaire, j'étais un peu turbulent. J'étais quelqu'un qui avait un peu de problèmes à l'école. Les professeurs avaient tendance à appeler à la maison pour dire que je créais du trouble un petit peu, puis j'étais turbulent, bref. J'avais un peu de misère à étudier. J'étais un peu hyperactif, en effet, sûrement. Mais le Ritalin n'existait pas dans ce temps-là. Heureux de moi. Puis, mais j'avais des bonnes notes, quand même, ça allait bien. Puis quand je suis allé au cégep, je voulais changer le monde. J'avais 16 ans, puis c'était l'heure. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, puis il fallait qu'on change ça. Puis c'était le temps de la zone de libre-échange des Amériques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Puis il y a des grandes manifestations. Puis moi, j'étais rendu responsable du café étudiant, du comité de mobilisation. Je faisais la radio étudiante. Je dormais au cégep, là, littéralement. J'avais mon petit bureau, puis je dormais là illégalement. En fait, j'étais tellement occupé à changer le monde que je n'allais pas dans mes cours, parce que ça, c'était moins important. Puis c'était la zone de libre-échange d'Amérique. On a amené du monde en autobus des États-Unis, même du Mexique, pour venir manifester. Puis ils dormaient dans le gymnase du cégep. Puis j'organisais ça avec ma gang. Puis je fumais la cigarette, puis je buvais de la bière, puis je mangeais une poutine. Puis dans mon agenda, il y avait une citation de Albert Einstein qui disait « Le plus grand pas qu'un homme peut prendre pour changer l'environnement est de changer son alimentation ». Puis ça m'a tellement marqué, parce que j'étais tellement un activiste environnementaliste, je voulais tellement changer les choses, mais en fait, je respectais tellement pas mon propre corps. En fait, je mangeais n'importe quoi. Puis c'est là que j'ai eu un flash que j'avais un écosystème en dedans, que j'avais des gaz à effet de serre sûrement à l'intérieur, que j'avais une homéostasie ou du moins quelque chose qui était en recherche d'homéostasie. Puis si je prenais soin de ceci, j'allais peut-être avoir plus d'énergie pour prendre soin de cela. Fait que ça m'a un peu réveillé à 16 ans. J'ai sûrement oublié ça vite après quelques pierres après, mais ça m'est resté en dedans de moi. Puis j'ai décidé de lâcher l'école, en fait. Fait que je suis parti littéralement en voyage. J'ai dit à mes parents que je partais dans la trail des Appalaches, que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ça part au Maine. En fait, ça part en Georgie. Puis ça montait jusque dans le Maine, au Mont-Catadin, quand je l'ai fait. Mais maintenant, ça va jusqu'en Gaspésie, dans les Chic-Chocs. Ça a quelques milliers de kilomètres de plus maintenant même. Et puis, fait que j'ai marché ça avec mon grand frère. Mes parents m'ont forcé de prendre mon grand frère avec moi parce que... Bref. Fait que mon frère était obligé de venir avec moi dans la trail des Appalaches que j'ai marché pendant 3 mois et demi de temps. Puis là-dedans, on mangeait un peu n'importe quoi. On se faisait des boîtes de nourriture qu'on se faisait envoyer par la poste par mes parents. Puis j'avais pas beaucoup d'argent, fait que c'était des Snickers, des Bar Mars, du Kraft Dinner, des Sidekicks, de Lipton, des ramen, des Rollos. Vous connaissez ça. Quand c'était le jour de fête, puis on marchait des grosses montagnes, on se faisait un bagel avec du beurre d'arachide, puis on mettait des Smarties par-dessus, puis des Rollos. C'était comme génial. Puis dans cette trail-là, je voyais aussi que mon alimentation était plus ou moins dénaturée par rapport à mon environnement. J'étais entouré des plus beaux lacs, des plus belles montagnes, de la plus belle nature, des ours, des chevreuils, tellement de belle vie. Puis je déballais mes emballages complètement transformés, puis j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que je me suis dit, bien, je vais essayer de voyager puis continuer à faire du sport extrême comme ça, mais en trouvant un carburant qui allait me nourrir le plus possible. C'est comme ça que j'ai démarré mes voyages. J'ai voyagé pendant 8 ans, en fait. Fait que je suis jamais vraiment revenu m'installer au Québec avant 8 ans plus tard. Fait que de 16 à 24 ans, j'étais sur la route. J'allais planter des arbres en Colombie-Britannique parce que je travaillais pendant 2 mois. Je faisais assez d'argent pour voyager un peu partout dans le monde où je faisais des randonnées ou que je travaillais sur des fermes qu'on appelait Willing Working on Organic Farm. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Le monde de l'apocaliptière, ils savent c'est quoi ça. Dans Montréal, ils sont comme, de quoi tu parles? Je pense que c'est un jappement, le woofing, mais non. Puis, fait que je faisais ça un peu partout dans le monde pour subvenir à mes besoins et apprendre et travailler. On se faisait souvent exploiter dans ces trucs-là, mais bon, on apprenait aussi. Et puis,
Voilà, j'ai habité à Hawaï pendant 1 an et quelques mois où j'ai découvert l'alimentation vivante. Malgré moi, en fait, j'avais pas d'électricité, puis j'avais un vélo stationnaire qui faisait des smoothies quand que je pédalais. Alors, puis c'était le seul outil culinaire que j'avais, vraiment. Fait que je m'étais donné le défi de manger des smoothies pendant 1 mois. Oui, j'ai mangé mou pendant 1 mois, mesdames et messieurs. Puis, j'allais dans la ferme, une ferme biologique où je travaillais, qui était une ferme absolument incroyable. C'était un grand agriculteur qui avait une monoculture de maïs au Texas, qui avait décidé de déménager là avec sa femme puis de complètement changer son mode de vie. Puis il voulait pousser, il voulait être la ferme, puis il a réussi depuis 2015 qu'il a réussi. C'est la ferme dans le monde qui a le plus de biodiversité sur la planète, en fait. Il pousse de tout, en fait. Du curcuma, 8 sortes de curcuma, genre 15 sortes de gingembre, du cacao, de toutes les sortes de verdures, des épinards que vous n'auriez jamais vus, là, des épinards bizarres. Quoi que vous êtes à la Pocatière, vous devez connaître ça. C'est quand même ici que le bassin de ça. Fait que je partais avec mon blender, mon major, puis je mettais de tout qu'il y avait dans le jardin. J'allais me pédaler, je me faisais un smoothie, puis j'ai mangé de même pendant 1 mois. Puis c'est de même que j'ai découvert que cette alimentation-là me donnait beaucoup d'énergie. J'étais comme, OK, wow! D'habitude, j'en ai, mais là, j'en avais. Comme, beaucoup. Je dormais moins. Je travaillais beaucoup. L'agriculteur était pas mal content. Puis, je m'étais donné le défi de faire ça pendant 1 mois sans rien manger d'autre. Puis, ça marchait. Puis, c'est là que j'ai découvert que l'alimentation vivante existait, qu'il y avait des livres là-dessus, qu'il y avait des familles qui en parlaient, etc. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je faisais une randonnée comme 8 ans plus tôt, 7 ans plus tôt, mais que je le faisais en mangeant comme ça? Fait que là, j'ai écrit des lettres à des commanditaires potentiels. Ça, c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir tout ce qu'on voulait si on le demandait, en fait. J'avais aucune idée. On m'a dit, tu peux avoir des commanditaires. J'avais encore pas beaucoup d'argent, évidemment. Je veux dire, j'habitais en bobette sur une plage. C'était assez simplicité volontaire. J'étais heureux, puis dans ma tête, j'allais vivre là le restant de mes jours parce que c'était le bonheur. Puis je me suis dit, je vais écrire à des commanditaires, North Face, Salomon, des compagnies qui faisaient des beurres de noix crues, des compagnies d'algues comme Marine Main Coast, des compagnies de graines de chanvre, de spiruline, plein de choses comme ça. Chacune des lettres, j'ai écrit à 9 compagnies ou 11 compagnies, chacune des compagnies m'ont répondu oui, en fait. Puis j'étais un anglais un peu brisé, avec plein de fautes d'orthographe, je suis certain, que j'ai envoyé à juste le info @ le nom de la compagnie. Puis j'ai reçu des bottes, j'ai reçu une tente, j'ai reçu des bâtons de marche, j'ai reçu de la bouffe pour comme plus que ma traîne. J'en revenais pas, en fait. J'étais comme, wow, c'est incroyable. Ils me commanditent alors que je m'en vais dans le bois. Je ne parlerai pas à personne, en fait. Il n'y a personne qui va être au courant qu'ils m'ont commandité. Anyway, fait que là, ça m'a appris qu'on pouvait obtenir des choses quand on le demandait puis qu'on se donnait la peine de le demander. J'ai démarré la randonnée sur la frontière du Mexique qui s'appelle la Pacific Crest Trail. Et la frontière du Mexique est dans la Californie, dans le Mojave Desert. Puis j'ai marché jusque dans le parc, le Manning State Park, qui est au Canada. J'ai marché cette randonnée-là pendant 4 mois et demi de temps. Je m'étais prévu 6 mois, fait que je l'ai marché en 1 mois et demi plus rapide que prévu. C'était rapide. Je courais pas mal. Ça allait vite, en fait. Puis ce qui était incroyable dans cette randonnée-là, c'est que c'est la première fois que j'avais autant d'énergie. J'en revenais pas. J'étais comme, OK, ça marche vraiment ce que je mange, puis je veux absolument partager cette passion-là de à quel point l'alimentation peut nous nourrir plus que qu'est-ce qu'on pense à la base. Fait que je me suis dit, je vais aller m'installer dans une ville que je connais pas, Montréal, que je suis jamais habité là, mais dans un peuple que je connais. Puis je vais essayer d'ouvrir un restaurant d'alimentation crue, végétalienne, sans cuisson, sans farine, sans produits laitiers, à -20 en février. Fait que je suis revenu à Montréal où j'avais jamais été. J'avais pas fait mes impôts depuis 8 ans, parce que j'étais off the grid depuis 8 ans. J'avais les cheveux pas mal longs, en boudin, ça s'appelait des rastas. Puis, je suis allé voir ma banquière qui s'appelait Cécile Vachon, ou Cécile Gagnon. Elle s'appelait Cécile, en tout cas. Puis elle se souvient de moi, ça c'est sûr. Parce que je suis arrivé, j'ai demandé à rencontrer un conseiller financier, parce que la banque CIBC, c'était là où j'avais mon compte en banque. Puis, je me suis assis devant elle, elle a ouvert sa porte, je me suis assis devant son bureau, puis elle a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Puis j'ai dit « J'ai besoin de 300 000 $ pour ouvrir un restaurant cru végétalien. » Cécile ne savait pas trop s'il fallait qu'elle appelle la police ou qu'elle me demande d'où que je venais, si j'ai des parents. Mais elle m'a quand même aidé. Elle a dit « Écoute, tu n'as pas d'argent, tu es même moins tu es sur la marge de crédit dans ton compte en banque. On ne peut pas te prêter d'argent. Tu n'as pas fait tes impôts depuis 8 ans. On ne sait pas t'es qui. Tu n'as pas de carte d'assurance maladie. Il faudrait que, comme c'est l'accueil Bono, normalement, qu'on envoie du monde comme toi. » Fait que là, mais elle m'a quand même conseillé d'aller voir des gens qui aidaient les jeunes entrepreneurs ou les jeunes qui avaient des idées à écrire un plan d'affaires.
puis à avoir des bourses, etc. Fait que j'ai commencé à écrire un plan d'affaires avec cette aide-là. Puis il y avait une subvention de 10 000 qu'on pouvait gagner si on avait un beau plan d'affaires bien étoffé. C'était un concours. Sauf qu'évidemment, moi, je suis une personne de dernière minute, alors j'ai écrit le plan d'affaires la veille, un peu. Mais en tout cas, l'étude de marché qu'il fallait avoir dans le plan d'affaires. Puis l'étude de marché demandait d'avoir au moins 300 sondages, en fait. Alors j'ai rempli 300 sondages à la main. Je me suis personnifié comme 300 habitants du plateau Mont-Royal, de Montréal. Puis mon sondage montrait que 86 des Montréalais étaient prêts à manger cru à Montréal. Fait que j'ai gagné le 10 000 $. Puis c'est avec ce 10 000 $-là que je me suis acheté un Vitamix et un déshydrateur et un extracteur à jus, puis que j'ai commencé de mon appartement une entreprise qui s'appelle Crudescence. J'avais un coloc qui s'appelle Mathieu Galland. C'est pas un coloc, c'est plus un couch surfer qui habitait sur mon divan. Je l'avais rencontré à Hawaï. Puis Mathieu Galland faisait du kombucha. Ça vous dit quelque chose, le kombucha? Mais s'il n'était pas là, Mathieu Galland, vous ne sauriez pas c'est quoi, du kombucha. Parce que c'est lui qui a ramené ça ici. Il ramenait une maman kombucha, une espèce de méduse qui flotte dans un gros bocal de thé, plus ou moins appétissant. Puis pour vrai, je pensais que c'était comme un essai clinique d'une prothèse, de quelque chose. C'était vraiment pas beau. C'était vraiment pas sexy. Puis ça sentait bizarre, mais il m'a fait goûter. Puis bon, je l'ai bu dans ce temps-là. J'étais naïf. Mais ça goûtait bon. Puis j'en revenais pas. Puis Mathieu était un extrêmement bon cuisinier aussi. Puis il tripait un peu sur le projet que je voulais partir. Ça il tentait d'embarquer. Puis j'ai dit, ben moi, je tripe sur le breuvage. Let's go, on fait quelque chose à deux. Fait qu'on s'est associés. Puis de mon appartement, ben on faisait du kombucha qu'on faisait fermenter, qui est du thé fermenté. On mettait ça dans des pots maçons, on collait des étiquettes à la main, qu'on coupait au ciseau avec la colle en bâton. Puis on vendait ça dans tous les endroits qui acceptaient de l'acheter sans preuve qu'on était légal, parce qu'on ne l'était pas. Puis on n'avait pas de permis du MAPAC ou rien. Puis moi, je faisais la livraison de boîte à lunch en même temps, fait que j'avais strappé une glacière sur mon vélo. Puis là, on faisait la livraison de boîte à lunch crue. Alors, c'était des sushis de tournesol germé au curry avec des boules d'énergie de lin et de graines de chanvre et de cacao cru, etc., etc. Puis, j'avais les yeux qui pétillent, comme aujourd'hui. Un peu moins, peut-être. Je suis un peu plus vieux maintenant. Mais j'avais les yeux pétillants, puis j'étais tellement passionné parce que je l'avais découvert, puis cette alimentation-là, que les places où je cognais les portes, parce que j'allais sur la rue Saint-Denis, Mont-Royal, dans le centre-ville de Montréal, puis j'allais voir toutes les entreprises. En fait, je rentrais dans toutes les adresses qu'il y avait, puis je disais « Bonjour, est-ce que vous voulez acheter un lunch aujourd'hui? » C'est comme ça que Crudescence est né, en fait. Puis un jour, il y a un de nos bons clients qui est un salon de coiffure qui a dit « Est-ce que tu donnes des cours de cuisine? » Puis j'ai répondu « Oui. » Certainement. Puis on dit « Combien ça coûte? » J'ai dit « Ça coûte 150 $ par personne pour une journée complète d'une immersion dans l'alimentation vivante. » Fait que là, il l'a acheté, il a dit « OK, je vais prendre mes 11 employés, let's go, on va faire ça la semaine prochaine. » Fait que là, on est revenu, je suis revenu à l'appartement, puis j'ai dit « Mathieu, ben il faut qu'on donne un cours de cuisine la semaine prochaine. » Puis on s'est payé vraiment plus cher que pour notre bouffe, là, fait qu'il faut qu'on ait de quoi de pas pire. Fait qu'on s'est pratiqué sur les parents à Mathieu. Puis sa mère braillait, sa mère était comme émue, elle n'en revenait pas. Soit parce qu'il y avait trop d'ail ou je sais pas, mais elle était émue. Fait qu'on s'est dit qu'on était des bons orateurs, puis qu'on aimait ça, partager cette passion-là. Fait qu'on a donné un cours de cuisine. Puis 8 ans plus tard, on avait, Mathieu puis moi, une entreprise qui s'appelle Crudescence, qui avait 120 employés, une école de cuisine avec 12 profs, 4000 étudiants qui étaient passés sur 5 ans, avec du prêt-à-manger dans beaucoup d'épiceries, dont le IGA, les métros, avec 9 adresses, dont 4 franchises à travers ces 9 adresses-là, 6 livres de cuisine, en fait 5 à ce moment-là. Et puis une autre entreprise qui s'appelle Rice Kombucha, qui avait 75 employés à ce moment-là, et puis 25 000 bouteilles par jour qu'on embouteillait 7 jours sur 7 à la main avec 45 personnes qui emboutteillaient ça sur une ligne automatisée, non automatisée, une ligne manuelle. Ça, c'était 8 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 4 ans maintenant, presque 4 ans. C'est cool, hein? C'était mon préambule. Fait que j'étais pas un entrepreneur, j'étais juste quelqu'un qui avait une passion, en fait, qui tripait dans quelque chose, puis que j'avais envie de le partager, littéralement. Puis il y a 4 ans, j'étais à une place où ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'avais plus la passion, j'avais plus la flamme. Il y a quelque chose qui faisait que j'étais rendu un gestionnaire qui avait grandi beaucoup, qui avait fait grossir une grosse entreprise, mais qui était devenu presque un danger pour sa propre entreprise parce que j'étais quelqu'un qui voulait continuer à écrire des livres, continuer à faire des nouveaux projets, mais notre entreprise avait besoin de beaucoup d'opérations puis de se structurer beaucoup plus, parce que je suis pas la personne la plus structurée au monde. Ce qui fait que j'étais plus ou moins heureux où est-ce que j'étais rendu. Puis je me cherchais un nouveau défi, une nouvelle passion, un nouveau purpose. Purpose, c'est pas un mot qui existe en français. Vraiment, fait que je l'utilise en anglais. Je sais pas si vous voyez un peu le mot purpose, ça va? En français, on pourrait dire genre un sens à la vie. C'est un peu plus nouvel âge, là, mais purpose. Puis un sens profond. Ah, c'est beau.
Puis, j'ai eu un appel téléphonique complètement anodin de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Monette qui m'a dit « David, j'aimerais ça te rencontrer, j'ai entendu parler de toi, puis je pense que tu pourrais nous aider à partir d'un projet. On a un avantage compétitif, où est-ce qu'on est? J'aimerais ça que tu viennes nous visiter. » C'était Frédéric Monette, une entreprise qui s'appelle Courchaine-Larose. Quelqu'un connaît Courchaine-Larose? Pas beaucoup, hein? Personne ne connaît Courchaine-Larose. Moi non plus, je ne connaissais pas Courchaine-Larose. Même si j'étais quelqu'un qui achète beaucoup de fruits et légumes à la palette à ce moment-là, je ne les achetais pas chez eux, je ne les connaissais pas. C'est une entreprise qui travaille dans l'ombre, qui a quand même un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars cette année, par année. C'est assez gros. Ils vont sûrement frôler le milliard cette année. C'est le plus grand distributeur de fruits et légumes au Canada facile, bientôt dans tout l'ouest de l'Amérique, en fait. C'est un grand distributeur, importateur de fruits et légumes. Et puis, Frédéric Monette, c'est le petit-fils ou de l'arrière-petit-fils. En tout cas, c'est son arrière-grand-père qui a parti ça il y a 101 ans. Ça fait 101 ans cette année que ça existe, en fait, carrément. Mais moi, je ne savais pas c'était qui. Je ne suis pas allé à la rencontre parce que je pensais que c'était genre Ticlin qui voulait que je l'aide dans son garage à partir d'un projet. Tu sais, j'avais aucune idée. Puis je pensais qu'il voulait du coaching, puis j'étais comme trop occupé. J'étais comme, non, je ne vais pas y aller. Puis il m'a rappelé, il a été persévérant. Puis il m'a dit, non, David, je pense pas que tu comprends qui qu'on est. Je pense qu'il faut que tu viennes visiter. Je suis allé à Anjou en vélo. Je trouvais ça loin. Du plateau Montréal, j'étais comme, c'est loin. Puis c'est lettre Anjou. En plus, c'est pas comme ici. C'est genre industriel, tu sais. Mais je suis arrivé dans son entrepôt de 700 000 pieds carrés. Puis j'ai compris que comme c'était pas Ticlin dans son garage. Puis il m'a montré un mur cette journée-là qui est facile 2 fois la longueur de la salle ici, 36 pieds de haut, avec des palettes. Quand je dis palettes, vous voyez de quoi je parle, remplies de fruits et légumes de toutes sortes, des mangues, beaucoup de mangues cette journée-là, des avocats, des concombres anglais, tu sais, dans les longs concombres, de plein d'aliments. Puis il m'a dit ça, David, aujourd'hui, je vais le jeter. Puis ça, demain, je vais le remplir encore, puis je vais le rejeter. Puis à chaque jour, 365 jours par année, incluant la soirée de Noël, on va jeter autant de fruits et légumes. Dans un entrepôt, un distributeur de fruits et légumes, puis il y en a plus qu'un au Québec, on s'entend. Chez Courchaine-Larose, juste à eux seuls, ils jettent 16 tonnes de fruits et légumes par jour. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis je vais le répéter. Chez un distributeur au Québec, un grand, oui, certes, mais il y en a d'autres, on jette 16 tonnes de fruits et légumes par jour. On ne jette pas 16 tonnes de fruits et légumes qui sont... Ah, c'est encore moi, regardez. On ne jette pas 16 tonnes de fruits et légumes qui sont plus bons. Ce pas des fruits et légumes qui sont moisis ou pourris ou des fraises qui ont de la barbe, là. Tu sais, les fraises qui ont de la barbe dans un casseau? C'est pas ça du tout. C'est des fruits et légumes qui sont, en fait, parfaitement imparfaits. En fait, je dirais même que les fruits moches, tu sais, on parle souvent de fruits et légumes moches, puis on a pris même une tendance, dans notre marketing à Loop, on parle de fruits moches, de fruits et légumes moins beaux. Mais en fait, c'est même un mensonge, c'est juste du marketing, parce qu'en fait, les fruits et légumes moches qu'on va jeter chez Courchaine-Larose, c'est juste 10 de ces 16 tonnes quotidiennes-là. 90 de ce qu'on jette, ou 85 c'est des fruits et légumes qui sont même pas moches. Ils sont même pas beaux ou poqués, ils sont juste sur le bord d'être mûrs. C'est tout. En fait, ils sont comme on veut les acheter à l'épicerie. Tu sais, quand on va à l'épicerie puis les avocats sont jamais mûrs, ou que les bananes sont toujours vertes. On est comme, non, mais je veux manger une mangue là, mais je peux pas parce qu'elle est verte. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, tu sais, en fait, on les jette parce qu'ils sont rendus au stade qui devrait être au moment qui est sur notre comptoir puis qu'on veut vraiment le manger. Tu sais, la mangue que tu veux manger aujourd'hui qui est jaune puis qui te coule d'en face, là, celle-là, là, bien, c'est comme ça là-bas. Puis quand c'est rendu comme ça dans l'entrepôt d'un distributeur, bien, il est trop tard. Il n'y a personne qui va l'acheter. Même si ce n'est pas rendu comme ça, puis ça va être comme ça dans 7 jours, il est quand même trop tard. Le cycle de la distribution des fruits et légumes, c'est entre 11 et 20 jours, et 21 jours. Entre 11 jours et 3 semaines environ. Ce qui fait qu'au moment que ça arrive chez Courchaine, lui, il y a comme... Des fois, il y a 1 mois pour le vendre, parce que des fois, ça va vraiment être long. Les bananes, il peut les garder vertes, puis c'est lui qui décide de les faire mûrir, par exemple. Un exemple. Ou les clémentines, des fois, il va les avoir pendant des mois et des mois, puis à un moment donné, là, il ne pourra plus les vendre, vraiment pas. Mais quand que ça arrive qu'il reste 2 semaines à ces aliments, il est dans le jus. Là, il est vraiment dans le trouble, en fait. Parce que là, il faut qu'il trouve une façon de les vendre vite à quelqu'un. Puis là, évidemment, il y a du monde qui viennent, là, des Mexicains, puis des Pakistanais, puis plein de monde qui ont des fruiteries en périphérie, qui n'achètent pas des grosses vannes, mais qui viennent, puis qui aident vraiment le problème. Parce qu'ils sont prêts à acheter des fruits et légumes qui sont plus mûrs là, puis ils viennent à tous les jours le matin avec leur Dodge Caravan, puis ils remplissent. Mais c'est minime par rapport à qu'est-ce qu'ils ont en surplus, en fait. Puis tout ce surplus-là, chez Courchaine, c'est 16 tonnes par jour. En fait, c'est plus que ça maintenant, parce qu'ils ont acheté un autre distributeur de Montréal, fait que c'est rendu environ 26 tonnes par jour. C'est quand même beaucoup.
de fruits et légumes. Je ne sais pas si vous voyez 26 tonnes, mais en gros, c'est une vanne de 53 pieds de fruits et légumes par jour qu'on jette. Fait que moi, j'ai vu ça, puis j'ai eu des frissons. Comme il m'a montré le mur, puis là, j'ai fait descendre les palettes qui étaient à 4 palettes de haut dans les airs, puis je les ai regardées, puis je suis resté là pour vrai 3-4 heures. Je capotais. Genre, j'en revenais pas. Lui, il était crampé, il me trouvait tellement drôle. Il me trouvait bizarre, mais il me trouvait drôle. Puis moi, j'en revenais pas. Je touchais les mangues, je touchais les céleris, je touchais les bananes, puis je pouvais pas comprendre qu'on pouvait accepter de jeter ça. Mais c'est pourtant ce qu'on fait au quotidien. En fait, 58 de tous les aliments qui vont transiger au Canada ou qui vont être poussés ici vont être jetés avant d'être consommés. Je vais le répéter. Je vais même prendre une gorgée d'eau. 56 de tous les aliments frais, pas les cornflakes, là, mais 56 de tous les fruits et légumes qui vont transiger au Canada, qui vont passer par ici, qui vont venir ici, qu'on va importer ou qu'on va faire pousser, vont être jetés avant d'être consommés. C'est quand même fou, non? Non, vous ne trouvez pas ça bizarre? Ah, vous trouvez ça bizarre? Fait que c'est un problème. Puis ce qu'on a pensé pendant des années, parce que les seules statistiques qu'on avait venaient de l'ONU, puis c'est des statistiques de l'ONU qui étaient pour l'Amérique du Nord, puis on pensait que c'était 45 qui étaient jetés il y a quelques mois, puis on pensait qu'une grosse partie de ça, c'était notre faute à nous, les consommateurs. On pensait que c'était parce qu'on oubliait du céleri dans le frigo, parce qu'on faisait des trop grosses épiceries, puis ça nous arrive, là, qu'on est comme « Ah non, je suis allé au resto, puis bon, il faut que je le jette, j'ai pas le choix. » En fait, ça nous arrive. Mais en fait, Walmart a fait une étude il y a quelques mois, puis c'est la plus grosse étude sur le gaspillage alimentaire qui a jamais été faite au Canada de toute l'histoire. Puis ils se sont rendus compte que c'était plus que 45, c'est 56 mais la plus grosse chose qu'on s'est rendu compte, c'est que 86 de tout ce gaspillage-là ne vient pas des consommateurs, ça vient de l'industrie alimentaire. Ça ne vient pas de monsieur, madame, tout le monde qui oublie lequel dans leur frigo. Oui, c'est important de faire attention puis de le mettre dans un intellifrais. J'aime ça, ce mot-là. Mais on s'est rendu compte que c'était vraiment l'industrie qu'il fallait qu'on change. Fait que quand j'ai eu des frissons puis le poil sur mes bras s'est redressé, mais mes décisions sont souvent prises avec le poil sur mes bras. Puis souvent, je suis dans un meeting, puis quelqu'un me parle avec un pro d'un projet, puis je regarde mes bras. Puis si mon poil ne bouge pas, ben je suis comme... Ils sont comme pourquoi? Puis je suis comme... C'est mon bras qui décide. C'est quand même facile dans la vie quand tes bras décident. Ma vie est facile. Fait que j'ai eu des frissons. Tout mon corps m'a dit « OK, il faut que tu fasses quelque chose ». J'ai vendu Crudescence. Je l'ai mis en vente. Ça m'a pris 3 mois. En même temps, je venais juste de tomber en amour avec une femme qui s'appelle Julie Poitras-Saunier, qui est absolument merveilleuse, qui n'est pas ici aujourd'hui. Ça serait cool qu'elle aille sa photo, là, mais non. Puis, elle sortait, elle, complètement un autre monde que moi. Elle venait du monde du développement durable. Une fille comme vraiment intellectuelle qui avait fait sa maîtrise. Moi, ça m'impressionne, du monde qui font leur maîtrise. Puis, qui avait quitté son doc pour pouvoir travailler dans une entreprise de café pour faire des trucs de... En tout cas, c'est trop compliqué, je comprends pas, j'ai pas fait mon université. Mais bref, une académique qui était très académique puis qui était tellement déprimée parce que tous ses jobs dans les grandes corporations en développement durable étaient de toujours faire less bad et non more good. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours d'être le petit département qui essaie de faire des belles choses puis qui a toujours le mot marketing à côté parce qu'il le voit comme du marketing puis il fallait qu'il fasse des bonnes actions pour montrer au monde qu'il faisait donc bien des bonnes actions pour vendre plus in the end. Mais finalement, leur empreinte... Puis elle faisait des analyses de cycle de vie et tout ça, ce qui fait qu'elle connaissait leur empreinte écologique puis elle se rendait compte que ça faisait juste pas de sens. Puis c'est souvent le département qui est toujours coupé dans une grande entreprise quand il n'y a pas de budget. C'est comme, ben là, ça va faire, là, le développement durable, là, comme, let's go, il faut qu'on fasse des profits. C'est ça qu'elle était tannée de ça, puis on a décidé de partir ce projet-là ensemble parce qu'elle s'est dit, OK, bien, on va pouvoir faire enfin une entreprise que plus on en vend, mieux c'est, en fait. Plus on en vend, plus on grandit, plus il va y avoir un bénéfice pour la communauté puis l'écosystème. Ce qui est quand même génial, non? Fait que ce qu'on fait, c'est ça. Puis Émilie l'a bien expliqué tantôt, c'est l'économie circulaire. Puis ce qu'on fait, c'est vraiment simple, c'est juste du gros bon sens. En fait, on fait qu'est-ce qu'on aurait toujours dû faire. Depuis l'ère industrielle, on a un peu changé notre façon de faire, mais si on amenait quelqu'un qui habitait ici il y a 400 ans, puis on lui montrait comment on gère nos ressources, il n'en reviendrait pas. Il serait comme « Mais qu'est-ce que vous faites? » Ça serait probablement un autochtone il y a 400 ans s'il habitait ici, mais il n'en reviendrait pas. Ça serait comme de lui dire à lui, il y a 400 ans, « Tue un chevreuil, coupe-en la moitié, dompe-le dans le fleuve, puis prends le reste, puis nourris ta famille avec. » Parce que c'est un peu ça qu'on fait à l'échelle générale. On va à l'épicerie, on achète notre type, on revient de nos sacs, puis en gros, on prend la moitié de notre épicerie, puis on la tire dans la poubelle. C'est un peu ça qu'on fait, en fait. C'est vraiment simple de ne pas le faire. C'est juste qu'on n'y pense pas. Parce que dans l'industrie, pas juste alimentaire, dans toutes les industries,
un CEO ou un président d'entreprise, un PDG, il est focusé sur faire plaisir à son board, mais surtout faire des profits. Puis pour faire des profits, quand on demande à n'importe quel président, on lui demande « Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que tu fasses pour augmenter ton profit net en bas de la ligne? » Puis la première réponse qu'il va toujours vous dire, c'est « Bien, il faut que j'augmente mes ventes. » C'est toujours ça qu'on pense. Il faut que j'augmente mes ventes, puis pour ça, il faut que je fasse du marketing, puis il faut que je dépense. Puis si on est en période de crise, il va dire, bien, il faut que je renvoie du monde pour dépenser moins. Mais jamais il va vous dire, il faut que je regarde mes poubelles pour voir si je ne pourrais pas faire de l'argent avec ça. On n'y pense pas. On n'a pas le temps de s'en occuper. Cochin Larose avait 98 ans, 99 ans quand ils m'ont contacté. Ça faisait 99 ans qu'ils jetaient des tonnes de fruits et légumes aux poubelles à chaque jour. Ouais, bien, les 99 ans, ils n'en jetaient pas des tonnes, là, mais bon, il y avait juste un cheval avec un truc, mais ils en jetaient quand même un peu. C'est 99 ans plus tard que c'est l'arrière-fils qui fait du surf, qui est un peu cool, qui s'est dit « OK, il faudrait qu'on fasse quelque chose », qui m'a appelé. Ça a pris du temps. T'sais. Fait que l'industrie prend du temps à changer. Puis la mentalité, c'est qu'on n'a jamais montré à l'industrie que c'était possible de faire de l'argent avec leurs déchets, en fait. Fait que Loop, c'est ça. Loop, on sauve des fruits et légumes qui sont rejetés de l'industrie alimentaire. On en fait des jus pressés à froid que vous allez goûter tantôt. Puis, on donne notre propre pulpe résiduelle, qui est un déchet aussi, qui est de la fibre, à une autre entreprise qui, eux, font des gâteries pour chiens. C'est cool, hein? C'est cute. Puis, on fait aussi maintenant de la croûte à pizza qui va bientôt sortir, faite avec notre pulpe aussi, parce que le problème, c'est que la compagnie qui fait des gâteries pour chiens ne va pas grandir aussi vite, fait qu'on a trop de pulpe par rapport à qu'est-ce qu'eux peuvent produire. Fait que là, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions pour utiliser toute notre pulpe, en gros. Fait que ça, c'est l'économie circulaire. C'est vrai, quand vous le voyez, c'est vraiment simple, non? C'est vraiment pas compliqué. Mais de l'amener dans l'industrie, c'était compliqué. Parce que pour la première fois, pour une entreprise alimentaire, on allait dire le contraire de toutes les autres. Tu sais, quand tu prends un sac de chips au dépanneur qui est comme clairement pas cher, là, un peu cheap, bas de gamme, puis vous le virez à l'envers, je vous garantis, peu importe le sac de chips que vous achetez ou la boîte de céréales, il va être écrit quelque part « Chez nous sélectionnons les plus belles patates à la main et les transformons avec soin. » Ça vous dit quelque chose? Vous avez tous déjà lu ça, non? Chez nous sélectionnons les plus beaux grains de maïs. Puis nous, on allait dans l'industrie, puis on allait écrire sur notre bouteille, nous, chez Loop, on prend les plus laides. On prend ceux qui sont rejetés. On prend les démunis, ceux que personne ne veut, ceux qui sont comme... Bah. C'est ça qu'il fallait qu'on dise au monde. Fait que c'était pour nous quand même un gros risque, c'était une crainte d'aller dans l'industrie puis de dire ça au monde. Mais on s'est dit, on va le faire, puis on va faire confiance que la population est rendue là maintenant. Puis ça a tellement été un home run, ça a été complètement fou, en fait. On a créé une vague, puis on a fait tous les journaux, tous les médias, 3-4 fois chaque, en fait, qui ont commencé à parler de nous à cause de notre histoire, que si on l'avait caché, personne n'aurait parlé de nous, en fait. Vraiment, puis on n'aurait pas été qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. On s'est rendu compte que les gens, oui, veulent répondre à un besoin primaire quand on achète un produit qui est un besoin de peu importe lequel pour qu'on achète un jus, mais on a tous envie de répondre à un besoin collectif, remplir un besoin collectif, sentir qu'on fait partie d'un tout puis qu'on fait partie d'une réponse qui est plus grande que juste celle de répondre à son petit besoin personnel. Ça fait du sens? Ce qui fait que on s'est dit, on ne va pas investir d'argent dans le marketing, même si tous les gens qu'on amène notre plan d'affaires puis qui nous donnent des bourses, il y a quelqu'un qui a un chapeau marketing qui nous dit « Ah, vous n'avez pas de budget, ça ne marchera pas votre affaire, il faut que vous mettiez un budget marketing. » Nous, on s'est dit « Non, on ne va pas mettre de budget marketing. Tout notre budget, on va le mettre dans faire de la R&D puis trouver des nouvelles façons de sauver d'autres sortes d'aliments, puis tout le temps faire ça. Puis de toujours faire des bonnes causes puis des bonnes actions, puis que ces bonnes causes-là puis ces bonnes actions-là vont en soi être du marketing. » Puis ça a tellement marché, c'était fou, en fait. Puis ça l'est encore. Fait qu'on a sorti une bière il n'y a pas longtemps, qui est une bière faite à base de pain, les pains de Saint-Méthode, que vous connaissez peut-être, qui jettent une denrée assez astronomique de pain par jour. En fait, au Canada, on jette 750 000 miches de pain à chaque jour. Allez, je vais prendre une gorgée d'eau puis je vais le répéter. J'aime ça faire ça. C'est vraiment beau, hein, vraiment? Fait qu'au Canada, à chaque jour, on jette 750 000 miches de pain. Au Canada, à chaque jour, on jette 1,2 million de pommes. En fait, 1 250 000 pommes à chaque jour. C'est malade, non? C'est malade parce que c'est une opportunité incroyable, en fait. C'est une opportunité. Nous, on a créé en 3 ans des emplois, une usine. Je gagne ma vie grâce à ça, en fait. Littéralement, je me suis payé ça avec ça. C'est pas pire, ça? Je sais que j'ai l'air de Jay du Temple dans Occupation Double, non?
C'est quand même une opportunité incroyable. Fait que notre première crainte qui était, est-ce que les gens vont comprendre, c'est avérer notre force, en fait, complètement notre force. Non seulement c'est avérer notre force, mais en plus, on a reçu tellement d'appels. Au début, on s'appelait Juloup, mais on s'est transformé en Loup Mission, parce qu'on reçoit des appels à toutes les semaines de plein d'agriculteurs qui disaient, je vends déjà chez Courchaine, mais moi, j'en jette en plus au champ. Est-ce que je pourrais te les envoyer en plus? Bien oui, pas de problème. Il y a un agriculteur qui jette 2500 livres de courges à chaque semaine pendant 3 mois dans l'année. 2500 livres à chaque semaine pendant 3 mois. C'est quand même fou, non? Puis ces courges, en fait, c'est ça, ils sont parfaites. Ils sont écœurantes. Moi, c'est celles-là que j'achèterais parce qu'ils ont comme des formes bien plus cool. Mais les bannières ne vont pas les acheter, fait qu'ils les jettent. Right? Quelqu'un qui nous a appelé, vous connaissez les chips Yum Yum? Bien, on a gagné un trophée dans un événement, puis la madame était assise à côté de nous, puis elle a dit hey, « Moi, je jette 2 tonnes de patates par semaine parce qu'on les coupe, puis on les envoie pour les chips, sauf qu'il y a plein de retailles puis plein de côtés, puis ça ne marche pas dans la qualité de nos chips. Fait qu'on les jette. Fait que j'ai dit « Bien, on va les prendre, nous autres. » Fait que là, on sort un gin en SAQ qui va être fait avec les patates de Yum Yum. C'est cool, non? Un gin au gingembre et citron, ça me semble. En tout cas, j'en ai dans le char si vous voulez goûter. C'est vrai, en plus. Je passais à la distillerie en venant ici parce qu'ils sont à Louisville, fait qu'ils m'ont donné des bouteilles, fait que j'en ai dans l'auto. Elles sont ouvertes, mais c'est pas parce que je conduisais avec, c'est parce que... En tout cas. Fait qu'on fait un gin, on fait de la bière, on a sorti 3 bières sûres faites avec le pain de Saint-Méthode et des fruits, on rajoute aussi des fruits à l'intérieur, évidemment. On sort une ligne de savon qui est faite avec l'huile végétale de tournesol bio qui est utilisée dans les friteuses d'une chaîne de restaurants de Montréal qui s'appelle la Panthère Verte. Ils font des falafels. Là, vous êtes comme, on va se faire du savon avec de l'huile de falafel. Oui, en fait. Oui. Puis vous dites, c'est un peu dégueu. En fait, pas vraiment. La saponification de l'huile fait en sorte que les odeurs disparaissent. Puis on rajoute des fruits dedans en plus. Fait que des savons concombre, un savon pamplemousse. C'est cool, hein? Fait que là, tu vas pouvoir boire une bière, te savonner, prendre un jus avec un peu de gin dedans. C'est quand même cool. Puis c'est tous des produits. Puis l'idée, c'est qu'on va être dans plusieurs endroits dans l'épicerie ou dans d'autres endroits que l'épicerie. Puis ça va toujours être appelé Loop. Ça s'appelle toujours Loop. Mais c'est comme le gage d'économie circulaire dans une catégorie de produits, en fait. Ça, c'est l'idée, tout simplement. Fait que notre crainte s'est avérée la plus grande force. Tout le monde nous appelle. Il y a une compagnie de tarte, une des plus grosses compagnies au Québec, qui nous appelle, qui dit « Nous, on jette 1 tonne de pâte à tarte par semaine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? » Il y a d'autres personnes qui disent « Nous, on jette ceci. » C'est fou, tout ce qu'on jette, gang. C'est complètement fou. Fait que l'idée, c'est simplement de se tourner les méninges et de dire comment est-ce qu'on peut prendre ces surplus-là et les transformer. Notre deuxième crainte, c'était qu'on manque de matière. On s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si on utilise toutes les tonnes de Courchaine-Larose? » Ce que je viens de vous expliquer vous montre que c'est impossible, en fait, qu'on manque de matière. 56 % de tout ce qu'on produit ou qu'on achète va être jeté. Fait qu'on en jette plus que qu'est-ce qu'on est capable de manger. T'sais? Ce qui fait qu'on ne va vraiment pas manquer de matière. Au contraire, en fait. Ce qui est complètement fou avec notre concept, c'est qu'on peut créer d'une certaine façon une désinflation économique de l'alimentation. Vous l'avez vu dans les épiceries, les prix, en général, augmentent légèrement, mais ça augmente. C'est simple pourquoi ça augmente, c'est que quand il y a des pertes, il faut les charger. J'étais en restauration avant, fait que c'était facile pour moi de comprendre. En restauration, quand tu as des pertes, il faut que tu les charges à tes clients. Tu n'as pas le choix. Puis en restauration, on accepte 7 % de pertes. C'est comme le chiffre magique du restaurateur qui dit, OK, bien, on calcule toujours 7 % qu'on va jeter. Parce que si tu achètes exactement ce que tu as de besoin, là, exactement flush, bien, il y a des chances que si ton resto est vraiment, vraiment plein cette soirée-là, bien, que tu manques de bouffe. Puis là, que tu as plein de trucs sur ton menu que tu dis, ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas. Puis dans l'ère des médias sociaux, ça va être rapidement su sur Internet. Puis il y a beaucoup de monde qui ne vont pas venir à ton restaurant le lendemain. Right? Parce que le monde va se plaindre, puis on se plaint sur Internet. Puis il n'y avait pas la crème glacée à la vente, en tout cas. Tu sais? Parce qu'on est de même, là, on s'entend. Ce qui fait que tu en achètes toujours plus. Puis tu sais que tu vas en acheter. Puis vu que tu sais que tu vas en acheter, quand tu calcules ton cost puis tes marges, bien, tu calcules 7 % de plus de marge puis tu le charges au client. Fait que c'est nous, en fait, qui payent les surplus de l'industrie. Puis Courchaine-Larose, c'est le même concept. Un distributeur de fruits et légumes, ses clients, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vient manger au restaurant. C'est Costco, Loblaws, Métro, Sobeys, c'est des gros clients qui achètent des vannes de raisins à chaque semaine. Ils en achètent, là. T'sais. Juste des poivrons. Ils ont sorti comme 40 000 caisses de poivrons en 3 jours. Je les vois parce que je vois les poivrons qui sont rejetés. Puis c'était genre, j'ai reçu comme 6 tonnes de poivrons en 3 jours que je ne peux pas prendre, fait que je les ai jetés.
Right? Fait que sauf qu'ils me les envoient pour me montrer qu'est-ce que je pourrais faire bientôt avec quelque chose de nouveau. Fait que, bref, Courchaine, son problème aussi, c'est ça, c'est qu'il y a de la spéculation. Parce que tout le monde se demande pourquoi ils en jettent autant, pourquoi ils en jettent. Mais c'est beaucoup de spéculation. Ils n'ont pas le choix d'en acheter trop. Parce que si, à un moment donné, Costco appelle ou l'Oblast puis dit « J'ai besoin de 3 vannes de raisins dans le mois de juillet », puis qu'il dit « Ah, j'en ai juste 2,5 parce que je voulais vraiment les flush puis pas gaspiller », mais Costco, il dit « Ben, tant pis pour toi. Moi, je vais m'acheter mes 3 vannes ailleurs. Je ne vais pas t'en acheter 2 vannes et demie pour acheter une demi-vanne quelque part d'autre. Il va juste faire « OK, je vais voir ton compétiteur ». Fait que c'est la réalité du marché, en fait. C'est ce que j'ai compris il y a quelques années que je n'avais pas compris quand j'avais 16 ans puis que je manifestais pendant la zone de libre-échange des Amériques puis que je tirais des fumigènes aux policiers. C'est que le changement doit être rentable. Parce que le changement doit se passer par les industries. Puis les industries, pour vivre, se doivent être rentables. Il faut que ça fasse de l'argent. Puis ce qui est incroyable, puisque je me suis encore plus rendu compte avec Lou, c'est qu'en fait, le changement est plus rentable que l'industrie conventionnelle. En fait, c'est extrêmement rentable de faire. Puis là, j'ai des frissons quand je dis ça. Voyez-vous mes poils? Elle peut confirmer? Ça veut dire que c'est une phrase qui est vraie. Tout le reste, c'est peut-être la bullshit, mais ça, c'est vrai. C'est vraiment plus rentable de gérer ça comme ça, en fait. Courchaine-Larose, depuis qu'on est associés ensemble, ont économisé, cette année, juste cette année, en fait, là, on leur a acheté pour 1,1 million de matières premières. Puis ce 1,1 million-là, 86 de ce 1,1 million-là, c'était 2018. Hein. En 2018, on a acheté pour 1,1 million. 86 de ce 1,1 million-là était destiné à des sites d'enfouissement. C'est-à-dire qu'on a utilisé 14 de matière qu'il fallait qu'on achète parce que, bon, on a des jus fixes. Fait que là, cette semaine, il n'y avait pas de kale en surplus. Fait que là, on a acheté. On l'a acheté le plein prix. Dans ce cas-là, ça nous fait mal parce que nos marges ne sont pas faites pour ça, mais on n'a pas le choix. Puis c'était notre première année, fait qu'on était moins rodés, on n'avait pas tout le staff, etc., etc. Puis cette année, ça va être sûrement entre 90 et 95 de tout ce qu'on va produire va être destiné au site d'enfouissement. Fait qu'on s'améliore. Fait que Courchaine-Larose, ce 1,1 million-là, appelons-le, mettons, 950 000, c'est dans ses poches. Pour faire 950 000 $ dans ses poches nettes, net, parce que c'était des pertes pour lui, là, puis sa valeur, puis il jetait chaque année pour 2 à 2,5 millions en valeur de trucs qu'il avait achetés, plus entre 200 et 400 000 $ de sites d'enfouissement. Parce que pour envoyer au site d'enfouissement, ça coûte de l'argent. Right? Entre 200 et 400 000 $ net en site d'enfouissement qu'il dépensait. Mais le fait que j'y achète ça à un prix, mais lui, il fait de l'argent dans ses poches. Puis en plus, il évite du site d'enfouissement. Il y a sûrement un 120 000 qu'il a évité cette année. Fait que cet argent-là, c'est net. Net, c'est comme son bottom line. C'est clean, là. Je ne sais pas si vous me suivez, juste être clair, là. C'est pas comme des ventes, là. C'est comme du cash, right? Puis en fruits et légumes, pour faire, mettons, 100 000 $ net, là, combien vous pensez qu'il faut vendre? 10 millions. Les marges dans les fruits et légumes sont entre 1 et 3 %. C'est vraiment pas des grosses marges. Fait que pour faire des profits, il faut que tu en vendes des fruits et légumes. Grave, parce que c'est un marché tellement compétitif, puis tu as tellement de pertes que c'est un problème. Mais si on fait ça, puis là, c'est là que je sais que je suis décousu, mais je reviens à l'idée que je voulais vous dire, c'est ce qui est génial avec l'économie circulaire, c'est qu'on peut créer une désinflation. C'est-à-dire que c'est possible que si plus d'entreprises comme nous commencent à faire ça, puis si nous, on commence à utiliser toutes les matières de Courchaine, mais lui, parce qu'il sait que je suis là et qu'il fait des profits de plus, il peut être encore plus compétitif sur le marché. Vous me suivez? Fait qu'il peut mettre ses fruits et légumes moins chers. Fait que lui, il a un avantage compétitif à travailler avec moi puis gérer ses matières résiduelles parce qu'il fait plus d'argent. Mais non seulement ça fait plus d'argent, mais il est meilleur que ses compétiteurs. Puis ses compétiteurs ne commencent pas à faire la même chose puis ne m'appellent pas pour que je prenne ces trucs, bien, ils vont être dans la merde. Excusez mon langage. Parce que là, ils vont commencer à se rendre compte que là, ils perdent du marché. Hein? Puis c'est ce qui est arrivé. Ils ont acheté un des plus gros compétiteurs qui s'appelle La Verdure. Une des raisons à cause de ça. Quand même fou, non? Je vais prendre une gorgée d'eau. OK. Comment ça va, le timing? Je sais pas... Je sais pas comment... On est bon? Je sais pas ce que ça veut dire, mais... J'ai du temps. Un gros 10? Fait que... Puis l'idée, c'est de... Vous avez tous une entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez tous une organisation, peu importe que ce soit une OSBL ou peu importe c'est quoi votre organisation ou votre entreprise, il y a des déchets, il y a des surplus, il y a quelque chose qui dépasse, qui est mal utilisé. Je vous le garantis. Certain. Ça fait pas assez longtemps que je fais cette conférence-là pour que ça ne soit pas vrai. Hein?
Puis, fait que naturellement, vous pouvez juste switcher un petit peu votre vision de ce qui vous entoure pour voir comment est-ce qu'on fait pour mieux utiliser ça. Pour donner de la valeur à ce qu'il n'y en avait pas. Parce que c'est l'économie circulaire, c'est créer de la valeur avec quelque chose qu'il n'y en avait pas. Créer de la valeur à partir de pertes. Créer de l'art avec des déchets. Mais aussi créer de la valeur avec des espaces qui sont vides et qui sont mal utilisés. Ça, c'est de l'économie circulaire aussi. Hein? De voir des choses qui étaient comme qui valaient rien, puis de les voir comme un gisement. C'est un terme que Émilie doit sûrement utiliser. C'est un terme qu'on utilise en économie circulaire. Vous connaissez ça. C'est vous qui m'avez appris ça sûrement à vos affaires. Puis le pire, c'est que moi, je ne savais même pas c'était quoi l'économie circulaire. Quand on a commencé Loop, ça, c'est une anecdote. On a commencé Loop, ça faisait genre quelques semaines. Là, sauf que les médias avaient parlé de nous à fond. Mais ça a commencé à dire économie circulaire, mais il faut croire que je n'avais pas encore lu les articles. Puis j'ai eu un appel de l'université à New York, puis il était comme « Monsieur Côté » en anglais, là, on aimerait ça que vous veniez faire une conférence sur l'économie circulaire parce que vous êtes une sommité là-dedans. Puis j'étais comme... Puis j'y ai répondu « Yo, c'est quoi l'économie circulaire? » Il capotait. Il était comme « Mais là, c'est parce que c'est comme vous autres qui faites ça, là. » J'étais comme « Pour vrai? » Puis en même temps, j'étais allé sur Google, puis je faisais « OK, ouais. » Puis j'étais comme « Ah, ouais, c'est ça qu'on fait. » Je vais venir. Je suis allé. Mais bref, c'est de voir les choses comme ils ont de la valeur. Tout a de la valeur, en fait. Puis je vous le garantis, le mot économie circulaire, il y a 3 ans, personne n'en parlait. Puis dans 1 an et demi, 2 ans, tout le monde au Québec, tout le monde au Canada, tout le monde aux États-Unis, tout le monde en Amérique va savoir qu'est-ce que c'est. Pourquoi on va savoir qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'a pas le choix. J'ai encore des frissons. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais on n'a pas le choix, en fait. Parce qu'on utilise plus de ressources que leur rapidité de régénération. On utilise 15 % de plus de ressources par année qu'est-ce qui se régénère. C'est pas une bonne nouvelle. Dans 3 ans, pas dans 40 ans, dans 3 ans, il y a un des minéraux qui va dans un téléphone cellulaire, qui fait fonctionner le téléphone cellulaire, qui n'en aura plus. On les a tous utilisés. J'étais juste surpris qu'il y ait personne qui reprenne les téléphones cellulaires pour en... Il y a une compagnie qui fait ça? Parce que c'est bien sûr que vous allez pouvoir faire de l'argent avec votre vieux téléphone cellulaire, c'est sûr. En ce moment, ils ne les rachètent pas, hein, sûrement. Mais vous devriez partir une business, gang. Parce que c'est sûr. Parce qu'on manque de ressources. Puis je vous garantis, les choses qui n'ont pas de valeur en ce moment vont devenir des gisements qui ont de la valeur pour quelqu'un. C'est garanti. Même notre caca. Même, parce que, oui, c'est un mot qu'on n'aime pas, mais tout le monde ici, aujourd'hui, l'a fait. Puis ça, c'est quelque chose qui a de la valeur qu'en ce moment, on fait un peu, on n'y pense pas. Puis c'est un peu une métaphore avec tous nos déchets en général. On veut comme pas y penser. T'sais, on les met sur le bord de la rue 1 fois par semaine, puis comme, ciao, j'ai pas trop envie de comme... En plus, ça jute, ça fait trop longtemps, puis ça pue, puis comme, ciao, tu sais. Fait que, j'ai-tu parlé de caca tantôt? J'ai fait une longue route. Mais vous voyez ce que je veux dire? Commencez à regarder ces choses-là, puis voir comment est-ce que je peux, moi, ou d'autres, ou aider, ou réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait peut-être transformer ça, puis que ça devienne une opportunité d'affaires qui crée de l'abondance, en fait, qui crée de la valeur, littéralement. Tu es d'accord avec moi, Émilie, hein? Ouais. Ça va pour ça? Oui. Cool. Puis, je vous dirais aussi que peu importe votre projet ou votre organisation, peu importe c'est quoi votre mission, je vous assure que si votre mission est plus grande que celle de juste vendre un projet ou une mission ou un service, c'est sûr que vous allez en vendre plus, en fait. C'est certain, c'est garanti. C'est écrit, ça, en fait. Les gens veulent sentir qu'il y a quelque chose plus loin que juste un bien et un service qui répond à un besoin individuel. Fait que si votre projet, ou peu importe ce qu'il est, il répond à un besoin plus grand, c'est garanti que vous allez en vendre plus de votre projet, peu importe ce qu'il est. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. Ça fait du sens?